Bonjour. Bonjour Fatima. Bonjour. Hop, ça. Alors, Hugo, je pense que ça. Voilà, bah, c'est bon. Eh ben, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous recevoir tous ici avec Emmanuel. Donc, on a des petites règles de base sur Zoom. C'est pas de l'écoute déjà. Je vous ai coupé vos micros, c'est volontaire. C'est on n'a pas envie d'avoir des bruits de fond et des petites choses comme ça qui vont perturber la séance. Donc, n'hésitez pas à réagir avec les petits boutons à droite, en bas à droite, le petit smiley réaction. Il y a un petit pouce en l'air quand vous êtes d'accord, etc. Sinon, il y a la partie converser. Je vois qu'il y en a déjà qui ont fait un petit coucou. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ici. On tâchera d'y répondre à la fin. Donc, on a 45 minutes de sujet avec Emmanuel et ensuite on répondra à vos questions sur les 15 minutes restantes. Est-ce que ça convient à tout le monde? Et le son, ouais, Fatima, ok. Émilie, Élise, Boubou, ok. Inde, allez, bah, c'est bon. Et ben, je te donne la parole, Emmanuel, pour te présenter. Et attends, là par contre, je t'entends pas, moi. Tu m'entends pas, moi? Là, c'est Tu bon. m'as coupé le micro aussi. Non, C'est bon. c'est bon. À toi. Ok. Bon, super. En tous les cas, bonjour à tout le monde. Moi, je suis ravie d'être avec vous. Ravie de vous voir. Je vois pas forcément tout le monde, mais voilà, on va passer un bon moment, 45 minutes de présentation sur le sujet du b.a.-ba, de la création de marque en cosmétique. Donc 45 minutes et après, comme disait Sandrine, on aura 15 minutes de discussion. N'hésitez pas à envoyer à Sandrine les petites questions que vous auriez, comme ça, elle pourra embrayer vite derrière. Et alors attends, j'ai mon… Ah voilà, ça y est, ça marche. Déjà, juste une présentation rapide sur qui je suis. Donc, je suis Emmanuelle Dumas. J'ai la quarantaine bien passée. Mais bien passée, hein, donc plus proche de la cinquantaine du coup, mais ça on ne le dira pas trop. Je suis maman de 2 enfants, j'ai passé plus de 20 années, j'y suis toujours d'ailleurs, hein, dans le milieu de la cosmétique parce que c'est un milieu qui me passionne. J'ai démarré dedans en 96, dès le début en fait de ma carrière. Et j'ai toujours été dans le marketing stratégique et le développement de produits avec une forte valence sur la cosmétique et le skincare. Donc, j'ai 3 temps en fait dans mon parcours. Un premier temps qui est 16 années dans la marque Yves Rocher, où vraiment j'ai beaucoup appris. C'est une très belle école. Pour apprendre à réfléchir une marque, à travailler en fonction du client, en fonction d'un besoin, à le développer de façon très structurée. Donc, c'est grâce aussi à Yves Rocher qu'aujourd'hui, je suis à même de pouvoir présenter bien, des formations sur les étapes nécessaires et le b.a.-ba à savoir pour créer une marque. Voilà, j'étais directrice marketing du skincare chez Yves Rocher entre 2008 et 2012. Et puis, je suis partie dans le milieu de la pharma pour aider les pharmaciens à se développer, à s'intéresser aux marques émergentes, à faire eux-mêmes des produits et à développer du service. Voilà, donc un moment, une période plutôt très intéressante puisque la pharmacie est vraiment un retail qui est très actif aujourd'hui sur tout ce qui est innovation en bien-être et en santé, qui sont des axes principaux aujourd'hui pour les Français. Et je suis depuis 2 ans à mon compte et donc j'ai ouvert mon agence qui s'appelle Emma. Donc Emma, c'est moi en fait, on m'appelle toujours Emma. Emma Wellness and Beauty et j'accompagne aujourd'hui des jeunes entrepreneurs aux PME dans la réflexion de leur marque, soit en début, soit en cours. Je les aide à travailler leur stratégie au global, leur stratégie de retail,
leur business plan et j'accompagne aussi sur le référencement. Voilà, auprès de certains retailers. En tous les cas, là, vous avez l'adresse de mon site internet. Si vous souhaitiez y rentrer et aller voir, c'est pas trop mal construit. Vous allez voir en effet de façon assez précise les différentes expertises que je propose. Donc moi, je travaille sur la cosmétique, pour la cosmétique, mais aussi pour des produits de bien-être. Donc je suis en mesure aussi d'aider au développement de compléments alimentaires, d'aromathérapie. Voilà. Donc ça, c'était qui je suis. Et parmi ce que je propose aussi des formations. Et ce b.a.-ba de la création de marque, c'est une ouverture en fait à la formation que je propose déjà, qui s'appelle les 10 étapes pour réussir sa création de marque, qui rentre de façon encore plus précise sur les outils, les 10 étapes essentielles et les outils à avoir sous le coude pour savoir bien développer sa marque. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitiez en savoir davantage, à m'appeler, à prendre contact pour qu'on discute de cette formation. Et en plus, tu es partenaire de LMCE. Pardon ? Je rajoute une petite couche, mais en plus, tu es partenaire de l'association. Et, oui. On en parlera plus tard. Mais du coup, tu es partenaire de notre asso et nos adhérents peuvent bénéficier de tes expertises sur bien des points. Voilà, j'en dis pas plus. Exactement. Alors, je voulais vous mettre un petit préambule, juste pour repositionner le contexte. Et puis, dans ce contexte-là, il y a des choses déjà qui amorcent. C'est un contexte à prendre en considération pour la création de marque. Alors, si on se replace sur le marché de la cosmétique, on est sur un marché de la cosmétique dans le monde en 2019 qui est plutôt positif, avec une progression en valeur intéressante, plus 5%. On a un point aussi important à relever, c'est qu'aujourd'hui, on a la vente en ligne qui est en très, très forte progression. Aujourd'hui, c'est 14% du global du chiffre d'affaires réalisé sur le secteur cosmétique. Donc, c'est à prendre en considération et ça n'aura de cesse que de progresser. Et il y a eu là, pendant le confinement, un vrai boom. Tout le monde l'a lu, vous l'avez certainement vu aussi, un vrai boom de la vente en ligne. Le skincare fait office d'un gros sur le marché de la cosmétique avec 40% de part de marché et une très forte progression à plus 8% qui est plus forte que celle du secteur au global. J'ai mis une année 2020 incertaine parce que elle est encore à regarder. Le confinement a quand même pas mal impacté. On sait que pour le skincare, finalement, ça n'a pas été si mauvais que ça. Mais attendons de voir quand même comment ça s'annonce. On a des gros comme L'Oréal, Unilever qui, il y a quelques mois, annonçaient un impact de quasiment 20% de décroissance sur leur chiffre d'affaires au global, pas que sur le skincare, mais au global. Donc, voilà, est-ce que les choses vont reprendre à partir de septembre? Qu'est-ce qu'il en est d'un deuxième confinement ou pas sur la fin de l'année? L'année 2020, elle est quand même très, très, très secouée, donc très incertaine. En tous les cas, l'année 2019, sur le monde, en cosmétique, était plutôt positif. Et puis pour la France, c'était pas mal non plus. Sur son marché propre, on est sur un secteur cosmétique qui pèse 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance assez flat, mais un peu fragile, mais optimiste, mais un skincare qui, lui, enfin progresse, puisqu'on attendait cette progression depuis 2006. Et là, on est à plus 1% de croissance en volume et stable en valeur. D'accord? Là aussi, le marché français est impacté par le confinement et le Covid de la même façon, donc questionnement sur l'année 2020. Le marché français est aussi un très gros contributeur, le secteur cosmétique est un très gros contributeur sur la balance extérieure française, qui est le grand leader de la croissance en croissance sur le commerce extérieur. C'est plus 9% sur le chiffre d'affaires réalisé à l'extérieur.
c'est le secteur cosmétique, le deuxième marché vendu en exportation, juste après l'aéronautique. Donc, on voit quand même qu'on n'est pas sur les mêmes typologies de produits. Hein, en aéronautique, on est plutôt sur de la grosse valeur ajoutée et du produit très cher. Eh bien, on réussit quand même avec la cosmétique à être le numéro 2 d'exportation de la France. Deuxième marché exportateur de la France. La Chine est le gros pays en croissance à l'exportation pour les Français. Plus 48% d'exportation réalisée en Chine. Donc, voilà, on le sait hein, que l'on a des produits qui plaisent énormément aux Chinois. Il y a beaucoup de retail et notamment en pharmacie. Ça, c'est un truc qu'il faut que vous ayez en tête. La pharmacie est très connectée à la Chine via des revendeurs ou des touristes chinois au même titre que le printemps, les Galeries Lafayette. Donc ça, ça peut peut-être vous intéresser. Et 50% de la production faite en France en cosmétique est exportée. La cosmétique bio, bien évidemment, c'est le gros marché en très forte croissance dans le monde et en France. Plus 19% de croissance valeur en 2019, avec une part de marché qui dépasse les 6% du marché cosmétique français. Et on est le marché numéro 3 au monde, juste après les USA et l'Allemagne. Et le skincare et aussi au sein de la cosmétique, eh bien, le segment qui est en forte croissance puisqu'il est à plus 10%. Donc, on voit qu'en bio et naturel, on a en cosmétique une plus forte croissance que la cosmétique au global. Donc, c'est véritablement une très forte mutation du marché qu'il faut avoir en tête. Et les nouvelles tendances qui façonnent les marques, bien évidemment, le bio, le clean et le vegan, je les ai mis entre guillemets, pourquoi? Entre parenthèses, pourquoi? Parce que c'est plus une mutation, ça va être le marché. Ça, il faut que vous l'ayez en tête, c'est-à-dire que c'est très important. Ça veut dire que si demain vous voulez vous positionner comme une marque différente, vous ne pouvez plus le faire en étant bio et clean. C'est plus suffisant. C'est le marché, c'est le minima qu'on va attendre de votre part. Donc, il faut que pour vous différencier de la multitude de marques qui se lancent chaque année, que vous ayez bien autre chose que ça. D'accord? Donc, le bio, le clean, ça va être le marché. Le vegan, je l'ai mis dedans, mais pas encore tant que ça. Donc, ça peut encore être un point intéressant, enfin une alternative intéressante. Bon, il faut juste voir que le vegan, ça inclut quoi? Ça inclut bon, tout ce qui est ingrédients animaux. Donc, ça peut être ne serait-ce que… il y a encore beaucoup de choses qui sont dérivées du poisson et du saumon, notamment. Des huiles, etc. Donc, ça veut dire ne pas avoir ce type de produit. Finalement, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Mais ça veut dire aussi sortir… Ne pas pouvoir mettre tout ce qui est, alors, bave d'escargot, je ne sais pas si beaucoup voudront en mettre, il n'empêche que ça fait partie de ces produits qui aujourd'hui font fureur, ont un intérêt en cosmétique. Le miel, attention, parce que le miel, c'est un vrai intérêt aujourd'hui, et notamment un intérêt collectif, sociétal et planétaire, hein. La défense des abeilles. Il y a beaucoup de gens qui se positionnent dessus. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir aussi profiter de nacre issus de coquillages. Enfin, il y a énormément de choses à prendre en considération dans le fait d'être végane. Sachant que normalement, aujourd'hui, la cosmétique a fait énormément d'avancées réglementaires pour interdire l'utilisation d'un maximum d'ingrédients animaux. Voilà. Mais le vegan peut rester encore une différence intéressante à travailler. Après, dans les tendances que vous avez certainement déjà vues, il y a l'éco-responsabilité, le zéro déchet, le vrac, ça va être une tendance très, très intéressante. Attention néanmoins à l'après-Covid et à l'impact sur le sanitaire. Si on rentre sur la question du zéro déchet et du vrac, il va falloir savoir aussi rassurer sur la question de la sécurité sanitaire. Hein,
antimicrobes, antivirus, voilà, que ça ne soit pas facilement salissable et accessible parce que ça risque d'être un vrai souci. Les gens vont faire attention à ça. Des marques de plus en plus engagées hein, sur tous ces engagements très planétaires, d'éco-responsabilité sociétale, collectif. Ça va être le sociétal et le collectif. Pour moi, ça fait partie des grands engagements qu'il faut que vous réfléchissiez à venir, qui ont été aussi un peu extrémisés par l'après-Covid et par tout ce que l'on voit aujourd'hui de manifestations. Je pense que les gens vont avoir besoin de se ressourcer beaucoup dans du positif et du collectif. L'authenticité, la transparence, le local, les marques locavores, ça aura aussi beaucoup de sens. Utiliser ce que l'on a au plus près de soi, le terroir. Et puis, il y a toujours, bien évidemment, la cosmétique personnalisée sur mesure. Les nouvelles formes de galénique. Moi, j'ai plaisir à voir des petites marques qui arrivent sur la cosmétique sèche, la cosmétique solide. Très intéressant. Quand j'étais petite, on me parlait beaucoup du gaspillage de l'eau. On en parle un petit peu plus maintenant, mais on l'avait quand même oublié pendant un temps. Et bien voilà, ça revient à l'honneur. Il y a plein de cosmétiques intéressantes à faire autour de ça. Et l'expérientiel. Alors, l'expérientiel, c'est une expérience à donner autour de votre marque. Mais j'en parlerai un peu plus après, à un moment qui aura plus de sens. Donc, gardez bien en tête toutes ces tendances-là que vous pouvez du coup happer pour pouvoir créer votre différence de marque. Ce que je voulais vous montrer aussi, je ne sais pas en fait, j'arrive pas à trouver le chiffre, hein, le nombre de marques qui se lancent chaque année, c'est compliqué, mais vous êtes un nombre incalculable. Moi encore, alors que je suis quand même beaucoup dedans, toutes les semaines, il y a peut-être une dizaine de nouvelles marques que je peux aller dénicher. Vous êtes très nombreuses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le chiffre d'affaires réalisé sur le marché en 2018 notamment était à quasiment plus 5% réalisé par ces marques émergentes, alors qu'on était sur un marché qui était plutôt à moins 2% à l'époque pour les gros groupes. Mais bon, plus on est nombreux, plus on est fort. Il n'empêche que ça montre quand même qu'il y a un attrait pour les jeunes marques parce que vous offrez une alternative toujours aujourd'hui plus intéressante en fait aux consommateurs. Et puis, il y a aussi toutes ces DNVB, hein, ce qu'on appelle les Digitally Native Vertical Brands. Vous aurez bientôt Viviane Lipskier qui est la référente en France, qui vous présentera ça, qu'il ne faut pas louper. Jeudi prochain. Voilà. Il ne faut surtout pas la louper parce qu'elle est passionnante, Viviane, et puis elle a un regard mondial et elle a un regard aussi en dehors de la cosmétique. C'est une façon différente de travailler les marques. Mais ce que je voulais surtout vous dire avec tout ça, c'est que vous avez une concurrence très forte. Gardez en tête ça, que vous avez du coup sur le marché actuellement beaucoup de jeunes entrepreneurs comme vous qui veulent se lancer et qui se lancent. Et puis, vous avez aussi un retail aujourd'hui qui est en train de se remuer un peu pour innover, pour créer des alternatives, des expériences, parce que eux, ils sont titillés très directement par les consommateurs qui les challengent pour proposer des marques différentes, des marques alternatives, des marques qui conviennent davantage à leurs propres engagements à eux. Et du coup, ces marques, elles proposent des expériences particulières. Pour vous donner un exemple, c'est quoi une expérience? Ça va être la marque Sambon, qui présente sa marque au printemps dans le Green Market, flacon tête en bas pour du vrac. Ça, c'est une expérience particulière. Vous avez une très belle marque de parfum et j'ai plus son nom là, mais une jeune entrepreneuse qui s'est fait référencer au bon marché et qui a lancé des parfums dans des sachets. Et qui présente une table avec des sachets ouverts avec très directement les fleurs qui conçoivent sa note dans les sachets et la possibilité en prenant en fait une céramique de pouvoir sentir l'odeur. Il y a une expérience particulière. C'est ces expériences-là que le retail va vouloir et c'est ce qui va vous permettre aussi, si
vous lancez votre marque avec une expérience, de pouvoir vous différencier et d'avoir un attrait aux yeux de ce retail. Ils ont besoin de vous pour travailler les expériences. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que je vous ai dit l'offre. Vous êtes une offre aujourd'hui très conséquente. Le retail, il est en train de s'organiser petit à petit, en recrutant des gens qui peuvent aller vous chercher, vous trouver, mais ils n'ont pas forcément beaucoup de monde pour le faire et ni de temps. Et est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un risque d'offre supérieur à la demande? Voilà, faites attention à ça, ça vous donne encore plus de challenge en fait à surmonter pour pouvoir vous différencier. Alors, le b.a.-ba. Le b.a.-ba, pour moi déjà, la première chose importante que sur laquelle je voulais vous sensibiliser, c'est de placer l'humain au centre de votre réflexion. Alors, je vais dire un truc qui est presque un peu, qui est un peu extrémiste, mais oubliez le produit que vous voulez proposer. Pensez avant tout aux besoins auxquels vous voulez répondre. Parce qu'on a toujours trop tendance à avoir tout de suite une idée, à avoir tout de suite et à être à fond dans son idée, dans le produit qu'on a envie de lancer et en oublier un peu de voir s'il y a un vrai besoin finalement, si ce n'est pas son propre besoin, si on ne se fait pas plaisir pour soi. Il faut replacer en fait véritablement le client potentiel que vous allez essayer de mieux comprendre, de replacer l'humain, la personne au centre de votre réflexion. Alors, ça veut dire qu'il faut toujours être ce qu'on appelle consumer-centric. Ça, c'est les espèces de petits mots, les mots un peu, les mots marketing anglicisés. Mais finalement, c'est revenir à la question de qu'est-ce que les gens recherchent en fait aujourd'hui. Quelles attentes ils ont, quels sont leurs besoins très factuels, des besoins concrets en termes de cosmétiques, en termes de produits, mais aussi non factuels, c'est-à-dire davantage des besoins, des attentes liées à des valeurs et des engagements des marques. Donc concrètement, aujourd'hui, ça fait partie des grands sujets. Donc, ils ont peut-être qu'ils ont des satisfactions aujourd'hui sur certains produits qu'ils utilisent parce qu'ils vont hydrater, nourrir comme il faut, mais qui sont très déçus et très inquiets du peu d'engagement de la marque en question sur la planète. Et en fait, il faut aller chercher ce qu'on appelle le besoin profond. Alors, c'est compliqué parce que moi, je me souviens de mes premières années chez Yves Rocher, on me disait il faut chercher le besoin profond. Alors, j'en donnais un, on me dit non, profond, plus profond encore. Alors, au bout d'un moment, ça devient vague. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est de penser toujours de cette façon-là, c'est de me dire c'est quoi ce qui gratte et qui démange? C'est quoi ce qui fait que sur le marché, il y a des gens qui vraiment ont un souci, quelque chose qui les embête profondément et qui vont finir un jour ou l'autre par arrêter de consommer un produit parce qu'il y a quelque chose qui vraiment ne va pas. Alors, ça peut être, donc c'est ce qu'on appelle un irritant, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, une douleur. La douleur, c'est un peu excessif, mais réfléchissez même vous dans votre quotidien, le jour où vous avez changé de produits, c'est parce que c'est pas parce que vous aviez le rêve fou de ce produit-là, c'est que dans votre consommation, vous aviez une véritable insatisfaction quelque part. D'accord? Donc, c'est bien d'aller voir ça. On a aujourd'hui des gens qui vraiment en ont marre d'acheter des marques, des grands groupes parce que il y a la moitié des packs viennent de Chine, que rien n'est recyclable, alors qu'ils sont dans une vraie démarche de recyclabilité chez eux. Et à un moment donné, ces femmes-là vont finir par ne plus utiliser de crème parce que ça les gratte et ça les démange d'avoir à utiliser des produits qui sont à l'encontre de leurs engagements et de leurs valeurs. D'accord ? Voilà. Donc, allez voir du coup tout ce que vous pouvez glaner en observant, en analysant les tendances de consommation pour voir si votre intuition est comblée justement par vraiment un vrai besoin. Et réfléchissez du coup votre produit, une fois que le besoin a été cerné, est-ce que votre produit répond clairement et le mieux aux attentes et aux besoins de ce client-là?
et quels sont les bénéfices factuels et non factuels qu'il propose. Et vous pouvez du coup préciser la cible. OK, vous savez que vous avez un client qui existe et vous allez eh bien, analyser cette cible pour la segmenter un peu plus. C'est quoi sa tranche d'âge? Est-ce que c'est plutôt féminin que masculin? Est-ce qu'on est sur du CSP moyen plus? Quel est son niveau d'achat? Son type de consommation, sa fréquence d'achat. Si vous arrivez à avoir ces informations-là, c'est tant mieux. Où est-ce que ces gens vont acheter et consommer? Est-ce que c'est plutôt en grande surface ou pas, etc. Et de poser aussi tout ce qui est leurs attentes, leurs valeurs et leur engagement, parce que ça fait partie aujourd'hui des critères qui qualifient une cible, vraiment. Alors pour ça, vous pouvez vous servir de pas mal d'études. Hein. Vous avez vous avez des études quanti et quali. Les études quali, c'est pour répondre à comment, et les études quanti, c'est pour répondre à combien. D'accord? Donc les études quali, vous avez bien évidemment Nelly Rodi. Donc, vous pouvez rentrer sur ces sites-là et aller voir. Il y a parfois des études qui sont mises en ligne ou des synthèses qui peuvent être déjà intéressantes. Et puis autrement, vous avez NPD, vous avez Kantar en quanti, vous avez Mintel, vous avez TNS, IFOP, Harris Opinionway. Voilà, vous avez un certain nombre d'études quanti qui peuvent vous permettre d'avoir ces éléments-là. Et puis aussi, après, vous pouvez questionner votre communauté. Vous avez certainement une communauté de proximité. Alors, soit une communauté que vous avez travaillé sur les réseaux. Et ça, Viviane vous en parlera beaucoup. Si vous pouvez démarrer avec une communauté, ça, c'est l'idéal. Que vous soyez une DNVB ou pas, d'ailleurs. Et vous pouvez, via des questionnaires quanti très faciles à mettre en ligne, eh bien, questionner et activer vraiment une co-création pour travailler votre produit. Donc, ce dont je viens de vous parler, finalement, là, c'est la partie d'analyse de l'offre au sein de l'analyse marketing que l'on doit en général réaliser. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce qu'est l'analyse de la demande ou celle de l'environnement, mais en tous les cas, ça sera à faire. Ça va vous permettre du coup de réaliser une photographie du marché pour pouvoir ressortir les axes forts et les opportunités pour vous. D'accord? Mais surtout, toujours replacer l'humain au centre de votre réflexion. Et après, vous allez pouvoir construire votre USP. C'est quoi la USP? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la Unique Selling Proposition. Certains considèrent que c'est en quelque sorte l'avantage commercial. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est véritablement la première chose qui va vous permettre c'est ce qui va vous permettre de décliner tout le reste, le branding, la communication, tous les briefs en fait. Donc, c'est ce que j'appelle la proposition unique et différenciante. Et ça, c'est essentiel. Ce n'est pas en étant clean que vous serez différenciant, ce n'est pas en étant bio non plus. Qu'est-ce qui rend le produit unique et différent des offres concurrentes et qui donne vraiment l'envie d'être consommé et donc l'envie d'être existé? Moi, la façon dont je travaille, c'est que je me dis à chaque fois, je suis le premier produit qui blablabla. Alors, si que je sois le premier produit ou pas, à la limite, là n'est pas la question. Je ne vais pas aller regarder si là, on n'est pas en train de poser un slogan ou de valider la justification au niveau de l'INPI. On est en train de stretcher le point. Donc, je suis le premier produit 900 Care. Est-ce que quelqu'un l'a vu? La marque toute nouvelle qui est arrivée et qui lance en effet de la cosmétique solide, qui ne lance que de la cosmétique solide, eh bien, ça pourrait être, je suis la première marque qui prend soin de ma beauté en prenant soin en faisant attention à l'eau. Ça pourrait être ça.
comme le premier produit qui la beauté et la préservation de l'eau. Vous voyez, ça pourrait être, je suis le premier produit qui, qu'est-ce que je pourrais donner comme autre exemple? Tu peux parler de l'Amazona, tu vois, Mais voilà, je me permets, voilà, la première marque zéro déchet. exactement, je suis la première marque zéro déchet. C'est exactement ça. Voilà. Donc, et l'Amazona, quand ils s'y sont lancés, ils étaient parmi les tout premiers. Ça, c'est Avec certain. Vache à la maille, ouais. Et voilà, exactement. Je suis pour à Amazon la première marque de personnalisation, de sur-mesure, première marque de personnalisation à domicile, à la maison. Voilà. Vous voyez, il faut stretcher le point de manière à ce que vous sachiez que vous êtes vraiment unique et après, tout va se décliner. C'est comme un entonnoir, en fait, dans votre réflexion. D'accord? Alors, qu'est-ce qui peut vous permettre, sur quoi vous allez pouvoir travailler votre différence? Sur la promesse, sur la qualité, pourquoi pas? Sur la composition aussi. Ça peut être sur l'utilisation, la praticité, sur votre engagement. Première marque locavore. Première marque à utiliser l'huile de terroir d'une association d'agriculteurs. Ça peut être l'efficacité, la galénique. Ça peut être vous aussi. Alors là, il va falloir vraiment que vous soyez, que vous vous brandiez à fond. Mais ça peut être vous aussi. Alors, une fois qu'on a travaillé ça, eh bien, on travaille ce qu'on appelle l'analyse SWOT, c'est-à-dire les opportunités et menaces et les forces et faiblesses. Donc, opportunités et menaces, ça va être quelles sont toutes les opportunités que je vois sur le marché. Ok, je vois comme opportunité que aujourd'hui, clairement, il y a les engagements pour la planète, il y a l'éco-responsabilité, il y a le zéro déchet. Il y a peu de marques aujourd'hui en cosmétiques solides où ils ne le font pas forcément de façon assez simplifiée et pas de façon suffisamment large dans les possibles, dans les catégories de produits. C'est quoi les menaces? C'est quoi les opportunités menaces? Oui, c'est quoi les menaces? C'est que le clean est partout, le bio est partout. Il y a plein de marques aujourd'hui. Bon, voilà. Et ça peut être une petite analyse qu'aurait fait 900 Clair, par exemple. Voilà. Et après, les forces et faiblesses de votre USP. C'est quoi? De manière à pouvoir aussi là stretcher les choses. D'accord? Ça doit être clair, simple, compréhensible. Et puis, tester. Testez, demandez à votre communauté, demandez autour de vous, testez et voyez ce que les gens comprennent ou s'ils considèrent que c'est suffisant ou pas assez. Et c'est cette USP qui va être la pierre angulaire de toute votre réflexion. C'est elle qui va permettre de réfléchir à vos compositions de gamme parce que vous comprenez bien que derrière, tous les produits se déclinent beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir travailler vos descriptifs produits beaucoup plus facilement, le branding aussi de votre marque beaucoup plus facilement, la communication, storytelling, tout quoi. Alors le storytelling, très rapidement, c'est l'histoire de votre marque. J'en ai fait une petite présentation rapidement avec la maison de la cosmétique. Mais en tous les cas, les 5 règles, c'est quoi? C'est une marque incarnée, vous, une région, une marque qui doit faire la différence, c'est la USP, une histoire qui doit être très cohérente du début jusqu'à la fin. Si l'USP elle est bonne, il y a tout qui se décline, une histoire honnête et une histoire qui rencontre une communauté. Alors, un troisième point. Une fois que vous avez construit ça, l'un des éléments essentiels, ça va être de définir votre projet avec précision. Et c'est quoi la précision? On va reprendre les 4 P. On va reprendre une démarche un peu classique marketing, mais qui quand même n'est pas à oublier. C'est le marketing mix. Ça va être le produit, descriptif du produit, le prix, la distribution et la communication. Alors, le prix, ça va être votre prix vendu. Le produit, c'est tout le descriptif produit que vous avez en tête, type de galénique, est-ce qu'il est bio, naturel, est-ce qu'il est dans quel type de pack, éco-responsable ou pas. Enfin voilà, vous y allez de la description. Distribution, est-ce que vous êtes en digital exclusivement ou est-ce que vous voulez être sur
sur le secteur de la pharmacie, etc. Et quel type de communication? Est-ce que vous voulez de la communication presse, de la communication d'influence? Voilà. Et puis après, moi, je pose ça, que je trouve très intéressant, c'est le positionnement de votre marque. OK, c'est quoi le positionnement? Eh bien, ça va être en quelque sorte une phrase qui va concrétiser, enfin, qui va mettre les 4 P ensemble. C'est le positionnement, c'est les critères de choix stratégiques. C'est une marque qui cible les femmes de plus de 50 ans pour un prix de 30 € et plus, vendu en pharmacie pour un bénéfice anti-âge. Ok, on est sur le positionnement des 4 P. Le concept, c'est l'histoire qui doit être comprise du produit. Vraiment, je le mets sous forme de tableau parce que faites l'exercice de reprendre le tableau et de remplir. Le concept, c'est quoi? C'est l'histoire qui doit être comprise du produit par les consommateurs. Eh bien, c'est une gamme anti-âge avec comme ingrédients essentiels des ingrédients issus de la biotechnologie marine pour une efficacité de régénérescence profonde des cellules et donc un rayonnement jeunesse visible sur la peau, par exemple. La promesse, c'est le bénéfice matériel et immatériel. Concrètement, ça va lisser, ça va raffermir. Au niveau de l'immatériel, de l'engagement, c'est aussi une promesse intéressante. Là, on va préserver, par exemple, s'engager pour la mer. Le pourquoi, c'est le rappel de l'attente consommateur. C'est intéressant de le remettre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a une population senior excessivement importante. Les femmes de 50 ans sont les plus dépensières, hein, celles qui mettent le plus d'argent pour acheter de la cosmétique. Et la cosmétique marine a des secrets de jeunesse incroyables. Il y a très peu de marques, par exemple, qui sont… Après, vous mettez votre USP. Vous mettez les raisons de croire. Qu'est-ce qui fait que, quelles sont les preuves de ma USP? Donc, tout, ça va être les ingrédients utilisés, votre démarche en éco-responsabilité, tout ce qui est mis dans l'USP, il faut que vous expliquiez pourquoi c'est vrai, c'est quoi mes preuves. Et les valeurs, l'engagement de la marque. D'accord? Donc, vous posez tout ça et c'est l'étape qui suit justement dans ce fameux entonnoir de réflexion. Et après, eh ben là, vous allez pouvoir enfin rentrer dans le concret de votre produit. C'était pas… Avant, vous pouviez avoir une idée, mais c'est bien de reprendre comme ça pour concrétiser que tout va dans le bon sens. Et là, eh bien, au produit, vous allez travailler les bénéfices, les raisons de croire aussi, parce que parfois, on peut mettre entre un soin de jour et un soin de nuit des ingrédients différents pour des bonnes raisons. Le positionnement dans l'offre, ça c'est intéressant aussi. Il faut savoir que dans une gamme, vous avez toujours des produits qui sont là pour faire du volume, des produits qui sont là pour faire de l'image. Un sérum, c'est concrètement un produit d'image et parce qu'il est plus concentré, il est plus cher et il est plus statutaire. Et un soin de jour, c'est le produit ou le masque, c'est le produit souvent qui sert à faire du volume. D'accord ? Et vous allez rentrer dans le descriptif des galéniques, des packaging, du design, etc. Alors, un autre point pour moi très très important pour être sûr de bien construire sa marque, c'est le rétro-planning. Il faut savoir qu'il y a différentes étapes dans un projet. Il faut construire chaque étape correctement pour passer à la suivante. Pas de mauvaises surprises en cours. Il y en a toujours de toute façon des mauvaises surprises. Faut être agile, mais si on peut les éviter au maximum, c'est mieux. Et du coup, déjà gardez en tête que pour faire un produit, il vous faudra entre 9 et 24 mois. 9, c'est les produits, les formules catalogues que les laboratoires pourront vous proposer. Mais si vous développez vraiment une formule, allez, vous allez il faut entre 18 et 24 mois. 24 mois, c'est un temps honnête. Et voilà, ça c'est un rétro-planning, il est en 5 étapes. Vous avez la première étape qui est l'étape d'idée, on pose l'idée. Après l'étape, alors voilà, je rentre là-dedans. Voilà, première étape, l'analyse marketing, la stratégie marketing et déjà un roadmap des actions. Vous avez l'étape de la faisabilité où là, vous avez besoin de valider la faisabilité financière, technique, réglementaire et juridique. Je regarde l'heure qu'il est et je parle beaucoup en fait. L'étape de développement,
L'étape de développement avec bien évidemment le développement de la formule, le développement des packaging, on valide la formule, on fait tous les tests, on écrit les tests, on travaille le branding, la plateforme de marque, enfin voilà. Et l'industrialisation, on industrialise tout, on fait le contrôle qualité et enfin on commercialise. Et vous avez aujourd'hui des rétroplanning. Alors, rétroplanning, mettez sous Excel à minima, mettez sous Excel en mettant ensemble les tâches par type de métier, on va dire. Mais gardez bien en tête que chacune des étapes quasiment est reliée à une autre. Donc, si vous avez le moindre retard quelque part, ça impacte forcément sur la suite. Et c'est pour ça que c'est pas mal aussi d'avoir ce qu'on appelle des rétroplanning dynamiques, et notamment le diagramme de Gantt qui propose d'en avoir des dynamiques et qui vous montre du coup le fil rouge en fait du développement. Alors, pour moi, ça aussi, ça me tient très à cœur, c'est la maîtrise de son business plan et des coûts dès l'amont. Mais dès l'amont, vraiment, 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 c'est très important. Dès l'amont, il faut déjà que vous commenciez à donner des conditions. Vous pouvez changer en cours de route, mais donner des conditions. C'est quoi votre prix? Votre prix, il ne dépend pas des coûts. Votre prix, il dépend de votre cible et là où vous voulez lancer. Hein. Il dépend il faut que vous sachiez à peu près où vous allez distribuer. Quelle va être votre stratégie digitale, stratégie de communication et pays de commercialisation. Posez tout ça. Essayez de cadencer à 1 an, 2 ans, 3 ans si vous pouvez. Et puis, vous allez commencer à briefer, à essayer d'avoir des devis à droite et à gauche pour avoir des premiers tarifs. Ça, c'est à peu près tous les coûts. Enfin, ce sont les grands coûts que vous allez avoir, les coûts produits, les tests, la créa, le e-shop, la logistique et la livraison, la distribution, etc. Gardez en tête que la logistique, ça peut vous coûter 3 à 4 fois le coût de votre produit si vous passez chez un logisticien extérieur. Donc, ce n'est pas un coût à connaître en fin de processus. Autrement, là, vous ne lancez plus. Hein. Vous laissez tout tomber. Sauf que souvent, vous avez déjà mis de l'argent dans le projet et vous ne pouvez pas laisser tomber. Gardez en tête que si vous voulez être en retail, vous devez donner 30 à 40% de marge à votre retailer. Voilà. Donc, ça, c'est des choses à prendre vraiment à mettre sur votre business plan. Au niveau des coûts produits, vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire varier le coût en fonction de différentes choses. Mais faites attention parce que la formule, elle peut aussi exploser en un rien de temps. Donc, c'est en fonction des bénéfices, en fonction des ingrédients, en fonction de la galénique. Choisissez aussi bien votre fournisseur, votre laboratoire pour être sûr que les minimums de production notamment ne soient pas trop excessifs et vous conviennent. Ça, c'est très important. Au niveau de votre coût packaging, là aussi, vous avez différentes façons de pouvoir sélectionner, faire varier le coût. Gardez en tête que plus vous êtes éco-responsable, sauf à véritablement n'avoir aucun pack, plus vous êtes éco-responsable et plus ça va coûter cher parce que les filières ne sont pas encore à prix bas. Donc, construisez un business plan dès l'amont avec des cahiers des charges les plus précis possibles et surtout analysez tout. Chez un logisticien, c'est toujours caché les petits coûts supplémentaires. Voilà. Je confirme. Je me permets de te couper vite fait, Emmanuel. On est bientôt à 50. Ouais. Voilà. Donc là, pour moi, il y avait aussi les partenaires en fait à bien choisir. Je vais vous envoyer la présentation, mais vraiment choisissez-les en fonction de la taille, de l'expertise, des certifications dont vous allez avoir besoin. Ça aussi, c'est très important. Les conditions de prestation, voilà, il y a certains critères qu'il faut regarder. La taille, c'est très, très important. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 000 produits de chaque référence. Hein, il n'y a que les gros laboratoires qui vont vous le proposer. Il y a plein de laboratoires aujourd'hui qui proposent à moins. D'accord? Et votre stratégie retail, quel circuit de distribution sélectionner? Ça aussi, c'est un point très important. Quel type d'ancienne, sous quelles conditions, avec quelle cadence? Vous pouvez décider d'abord, avant tout, dans le digital et après, au fur et à mesure, de vous lancer 20 à 30% des ventes en pharmacie,
etc. Tout ça, votre circuit de distribution dépend de votre positionnement, de la cible, de la concurrence. Où est-ce que votre cible et la concurrence se trouvent? Où est-ce qu'ils achètent et où est-ce qu'ils sont? C'est intéressant de savoir si vous voulez du coup être là où tous ces gens sont, ou si vous voulez être au contraire ailleurs et s'il y a un intérêt à être sur un autre réseau. D'accord? Gardez à l'esprit que les femmes achètent en moyenne dans 3,3 points de vente. Ça peut vous donner l'envie aussi, nécessairement, d'être plus que uniquement en pharmacie, par exemple. Voilà, ça c'est un point intéressant à avoir en tête. Et je vous ai mis tout ce qui peut être financièrement négocié, sachant qu'on ne vous demandera pas les 11 points d'un coup d'un seul dans le retail, mais on peut vous demander, on peut négocier avec vous la marge, vous demander des animations et des remises. Et si ça ne vous va pas, vous pouvez reprendre parmi ces 11 points d'autres éléments que vous privilégieriez, par exemple sur trop de marge, par exemple. Et voilà. Voilà. C'était pour moi les premiers points, les points nécessaires pour bien penser sa marque. J'espère qu'à la fin, c'est pas allé trop vite. Vous allez tout avoir. Mais alors surtout, je suis à votre disposition après si vous avez encore plein de questions. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui vont te contacter, effectivement. Est-ce que déjà, par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder, c'est vrai que c'était assez dense. Ouais. Je suis passée par là, donc je peux vous dire, les filles, que c'est réellement ça, à tout niveau. Donc, si l'une de vous a des questions, peut-être qu'on peut déjà démarrer. Je ne sais pas. Est-ce que peut-être, Emmanuel, tu peux peut-être enlever l'affichage? Oh, Non? si. Ah ben tu sais, on a dit juste avant qu'il fallait que voilà, mais tu vois, je suis incorrigible. Comme ça, on va voir les mains se lever. Qui est-ce qui a des questions? J'ai vu qu'il y en avait pas mal en fait, je suis déjà allée fouiller. Après, c'était des questions plutôt liées à la présentation, savoir si elle l'aurait ou pas. Il y a Stacy qui a une question déjà. Stacy, je ne te trouve pas dans le... Est-ce que tu peux poser ta question? Est-ce que tu peux prendre la main? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour Stacy. Bonjour. En fait, je voudrais demander par rapport à l'USP, il s'agit de l'avantage concurrentiel, c'est ça? Quand vous avez Voilà. référé... Oui, c'est ça, ok. Oui, tout à fait. C'est l'avantage concurrentiel, exactement. C'est ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel et que moi j'aime appeler, parce que l'avantage concurrentiel, c'est souvent ce que l'on dit aussi d'un point de vue commercial. Mais il faut vraiment voilà, le pousser beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne vois pas les mains se lever. Moi, j'en ai une en tout cas, si tu me permets, Emmanuel. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure des études Cali et les études Canty. Tu as donné des exemples par rapport au Cali. Est-ce que tu peux citer des exemples par rapport à Canty? Ou alors, non, c'est Canty que tu as donné? Oui, c'est surtout le Canty. C'est vrai que sur le Cali, moi j'ai toujours l'habitude. Alors sur le Canty, j'ai donné Kantar, NPD, Harris, TNS, IFOP, Opinionway. NBD. Voilà, NPD. Ouais. Et sur le Cali, moi j'ai surtout Nelly Rodi. J'ai surtout Nelly Rodi. Mais alors, oui, mais c'est souvent du Calicanti, parce que tu en as aussi, tu as VisiBrain aussi, qui est pas mal, qui donne des informations notamment sur le digital. Ouais. Mais c'est surtout Nelly Rodi. J'ai pas d'autres exemples vraiment que je suive. D'accord. Il y a d'ailleurs, ça peut peut-être intéresser les participantes. Il y a Kantar qui vient de
qui a fait il y a quelques temps un webinaire justement sur la beauté, le secteur de la beauté. Tu l'as peut-être vu, Emmanuel Passé. Ouais. Qui est vraiment très, très, très complet et très intéressant en termes de chiffres post-Covid. Enfin, la beauté dans le... Enfin, tout, hein, que ce soit d'ailleurs le retail, le produit, essentiellement en France. En tout cas, les chiffres sont très intéressants et très ciblés. Oui. Et sur Kantar, n'hésitez pas en effet à y aller parce qu'il y a même plusieurs études pour y être allé. Ils ont en ligne à peu près 2, 3 ou 4 études post-Covid qui sont intéressantes à aller prendre. Et ils ont fait beaucoup de webinars qui sont accessibles. Ouais. Et c'est très, très intéressant. Ouais. Pour celles qui veulent, j'enverrai le lien. J'enverrai le lien ou sinon on le postera on repartagera sur LinkedIn peut-être à voir. Après, pour la cosmétique bio et naturelle, ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller sur le site Cosmebio. Ils font des choses pas mal. Hein. Ouais. Ils font quand même des choses pas mal intéressantes à aller regarder. Ils mettent en avant quelques marques. Ils font des analyses sur les comportements consommateurs. Enfin, il y a pas mal de choses. Ouais. Et vous pouvez trouver aussi, il y a la FBA, la fédération. Donc ça, c'est une base. Cosmétique Valley. Ouais. Il y a une étude aussi qui a été intéressante. Alors après, je ne sais pas s'ils l'ont renouvelée ou ils sont peut-être en train de la faire, ça serait bien. C'est les box, New Box, qui avait fait une étude il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus. Qui était très bien menée, avec des chiffres vraiment assez ciblés aussi. Skincare, hygiène et tout. Donc, regardez sur New Box, il y a pas mal de chiffres qui peuvent vous aider sur le business plan et tout en fait. Tout à fait. Ouais. Oui, Kantar s'écrit Kantar. Je vois les messages sur le... Oui. J'ouvre plus. J'ouvre plus les messages. Voilà. Mais vraiment, j'en profite aussi pour vous dire une chose. Gardez en tête, alors, je veux pas, il faut surtout pas que vous sortiez de cette formation en vous disant que je veux pas. L'idée, c'est de donner des ondes positives. Mais gardez une chose en tête, c'est que, et moi, c'est toujours ce que j'ai eu en tête dans toutes mes années, c'est je ne suis pas la première à avoir l'idée. Ouais. Il y a toujours eu, d'abord, moi, j'ai été stupéfaite de voir aussi que des concepts que je travaillais, c'était toujours des concepts qui avaient été travaillés 10 ans avant. Toujours. Une espèce de cyclique, de cycle, en fait, cyclabilité, je ne sais pas comment on dit, cyclicité, en fait, un peu des choses. Alors là, on est quand même dans une mutation qui est toute nouvelle, hein, qui est quand même une mutation très forte d'engagement et d'urgence planétaire. Et puis le Covid aussi. Mais voilà, gardez quand même en tête que vous n'êtes pas les seuls à avoir l'idée que vous avez forcément des gens qui ont eu la même idée peu ou prou avant, qui l'ont pendant et qui vont l'avoir après. Ça, c'est très important parce que ça va vous challenger pour vous dire, il faut vraiment que je trouve mon USP. Parce que alors pour tout vous dire, par exemple, hier m'est arrivé un truc incroyable. Je travaille actuellement avec une très belle marque. Je peux même vous en parler parce qu'elle lance là la semaine prochaine, c'est le lancement presse. C'est un concept innovant de sophro-cosmétique. Donc, c'est la cosmétique en pleine conscience. Alors, c'est une dame de 50 ans hein, on est sur une cible un peu plus âgée. Mais il n'empêche qu'il y a des tas de choses qui sont en train de se montrer encore plus qu'avant sur le lien entre l'esprit et la beauté. Eh bien, hier, j'ai une personne qui m'appelle et qui m'a décrit exactement le concept en me disant je souhaiterais être accompagnée. Là, tout m'est tombé, voilà, exactement la même chose. C'était pas de la sophro, mais c'était de la cosmétique avec un autre accompagnement spirituel. D'accord, voilà. C'est intéressant. Exactement pareil. Et quand elle m'a même dit, elle m'a même donné, le même nom
à 2 syllabes près et le même slogan en pleine conscience. Elles se connaissent? Non, pas du tout. Pas du tout. Et comme je suis sur le projet depuis le début, je sais qu'elle n'a pas pu, cette dame-là, que je connais aussi depuis un moment, avoir eu l'information de quelque façon que ce soit par des prestataires parce que c'est pas possible. Ouais. Voilà. Des fois, ça fuite ou alors c'est… Ouais. Oui, des fois, on pourrait se dire que ça fuite, mais là, c'est pas possible. Ouais. Donc là, c'est voilà. Ben, je n'avais pas en tête de raconter ça pour vous expliquer à quel point c'est important de travailler son USP. Parce que là, c'est quand même 2 projets très particuliers et en fait qui sont à 80% l'un et l'autre identiques en fait. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'il est déjà 13 heures. Alors, profitez-en. Oui, excusez-moi, j'ai une question. Alors, vas-y. Vous m'entendez? Je voulais savoir si vous alliez parler éventuellement de la création d'un laboratoire ou pas du tout. Alors, oui, c'est prévu. Ouais, dans les pauses cosméto, ouais, dans les pauses cosméto, on va en parler. Alors, de mémoire, c'est dans le 4e. Dans le 4e, je crois que c'est le 23 juillet, un truc comme ça. D'accord. C'est le 16 juillet, autant pour moi. C'était voilà. Jeudi prochain, donc on va accueillir Viviane Nitzker sur Lady NVB. Après, dans le programme, on a donc Joséphine Boilly qui va nous parler des laboratoires, de créer sa marque et le laboratoire. Comme quoi, faire les deux, c'est possible en tout cas. Après, on a… Alors, Joséphine, elle est super hein, aussi. Alors, on se connaît bien. Et faut vraiment venir parce qu'elle est très pragmatique. Et puis, en effet, c'est très intéressant parce qu'elle a et sa marque et elle, sa différence, son USP, c'est le fait main. Ouais, d'accord. Le fait main. Alors, moi, je pensais que vous alliez en parler aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis inscrite sur la pause cosméto d'aujourd'hui. Alors, c'est Fatima qui parle, c'est ça? Oui, c'est moi, excusez-moi. Ok. Non, parce que du coup, on a les fenêtres qui sont réduites, alors j'essaye de chercher. D'accord. Non, du coup, il faut voir le programme. Je vous l'enverrai, sinon il est visible sur les réseaux, le programme du mois de juillet. On va faire pause en août et on reprend les pauses cosméto en septembre avec une autre programmation. Mais du coup, le labo, c'est, j'ai dit quoi? C'était le 16. Ensuite, le 23, on va parler des packaging avec CVP, Jean-Michel Lehambre. Et ensuite, on va clôturer les pauses cosméto avec Claire Ladoux le 30 juillet sur un sujet plus orienté marketing. Voilà. D'accord. Donc, la semaine prochaine, ce sera plus axé sur la création d'un laboratoire avec toute la partie réglementaire? C'est dans 2 semaines. C'est le 16. La semaine prochaine, c'est Lady NVB. Comment être cette marque digitale, justement, qui fait le buzz aujourd'hui. D'accord. Donc, dans 2 semaines, ce sera les laboratoires avec la création et toute la partie réglementaire aussi? Oui, bah, évidemment. D'accord. Évidemment. Alors, je vois qu'il y avait d'autres questions, peut-être. Merci. Je vous en prie. Hop, ça, bah non, il n'y a que des Si, j'aurais une des question. remerciements. Christine, encore une question. Alors, oui, merci beaucoup Emmanuel, c'était super intéressant, super dense. Oui, dense. Hein. Ouais, mais c'est vraiment top. J'aurais une question, moi, par rapport à justement les nouveaux retailers là, qui pop-up, qui essaient de se réinventer avec justement les nouvelles petites marques qui proposent des expériences, tout ça. Est-ce que, en termes de discussion avec ces nouvelles marques qui veulent faire entrer dans leur retail, moi, je suis un peu restée sur le vieux fonctionnement où, à l'époque, tout ce qui était les galeries, ainsi de suite, demandaient des volumes énormes aux petites marques pour pouvoir rentrer du coup chez elles. Et en fait, est-ce que du coup, ces nouveaux retails là qui se créent sont du coup sur justement des fonctionnements un peu différents puisqu'ils s'adressent principalement aux petites marques? Voilà, est-ce que c'est plus de la collaboration et du coup des accès un peu plus facilités pour les nouvelles marques ou est-ce qu'ils sont restés sur l'ancien fonctionnement? Alors, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire que on va avoir, par exemple,
il y a le drugstore parisien, il y a Source, il y a Merci, il y a Oh My Cream, tous ces gens-là qui ont poussé ces dernières années. Tous ces concept stores sont moins, vont moins demander, vont être moins rigoureux sur les volumes parce qu'en même temps, ils sont un peu à mono pop-up. C'est eux et c'est moins un réseau et je pense que, ils sont moins rigoureux au niveau des volumes. Par contre, ils se considèrent encore comme un peu des flagships, c'est-à-dire un peu ces porte-drapeaux où les marques vont vraiment donner corps et âme pour rentrer. Et donc, ça peut être encore compliqué pour certaines marques. Ça peut être encore un petit peu compliqué. Je sais que la pharmacie est en train un peu d'évoluer. Moi, j'ai des directeurs achats que je rencontre et qui me disent qu'ils sont en train de sensibiliser en interne que les négociations et les discussions commerciales, les conditions en fait à donner, à demander aux marques émergentes ne peuvent pas être les mêmes que les gros labos. Alors là, je parle des directions achats de grosses pharmacies ou de groupements de pharmacies. Vous savez qu'il y a des groupements de pharmacies. Après, les discussions à la pharmacie, elles sont aussi différentes. Là, pour le coup, c'est un peu plus souple, mais ça demande de démultiplier d'autant les points de vente. Mais cette question des négociations, des conditions commerciales, elle est toujours forte, en fait, pour vous. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Donc, je pense que ça peut être intéressant vraiment le digital, il faut vraiment que vous y soyez, ça c'est certain. Gardez en tête aussi, je me l'étais noté, il y a 79 000 petits commerces de beauté qui existent aussi en France. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. C'est les salons de coiffure, les salons de beauté, les spas, tous ces endroits-là aussi qui peuvent avoir un intérêt. Vous pourriez peut-être avoir une stratégie qui se fasse localement à un moment donné. Et d'essayer de répondre à… Il faut avoir, je pense, une stratégie qui soit à la fois stratégie up et enfin stratégie volume et stratégie d'être dans les endroits où il est bon d'être pour claironner qu'on existe et et booster sa notoriété et de travailler avec le digital sur les réseaux en disant waouh, moi je suis chez Source, je suis voilà, pour vraiment il faut gagner quand même ces retailers là et rester très très ouvert à bien regarder tout ce qui peut bouger. Il y a aussi des pop-up qui s'ouvrent des fois entre différentes marques pour des opérations particulières, des opérations pour faire connaître des jeunes entrepreneurs, pour faire connaître une cosmétique d'ailleurs, pour faire connaître une cosmétique terroir, etc., etc. Ou d'être des fois sur les animations un peu plus, on va dire, il faut être dans les salons aussi, c'est important, mais ça c'est autre chose, c'est pas pour vendre. Mais voilà, il y a des pop-up, je ne sais pas comment on peut faire ça, c'est une vraie question, de rester en fait très aux aguets en fait de tout ce qui se fait en pop-up. Faire de la veille constante. Constante, c'est important. Il y a par exemple un concept store très sympa. Il y a plein de concept stores qui s'ouvrent dans plein de grandes villes hors de Paris. Donc, il faut aller dénicher, il faut aller voir. Moi, je n'ai pas encore fait vraiment cet exercice-là. À Bordeaux, il y en a plein. Dans le sud, il y en a plein. Il y a Madame Monsieur qui a fait parler un peu de lui. C'est un concept store dans le sud de la France. Là, tout de suite, là, j'ai oublié la ville, mais je pourrais, si besoin, vous me faites un mail. Et puis, en tapant Madame Monsieur, je pense que ça se trouve assez facilement. Et c'est en fait un concept store sous forme de maison. Et vous rentrez, c'est un peu comme chez Merci, mais c'est une vraie maison. Et quand vous rentrez dans la cuisine, vous avez une sélection de produits pour la cuisine à acheter. Et vous pouvez prendre un café. Quand vous êtes dans le salon, vous avez des produits du salon, dans la chambre, des produits de la chambre, dans la salle de bain, etc. etc. Et tu as
La même chose avec l'appartement français, c'est un concept store. Pareil, l'appartement français, c'est bon, après c'est un concept store exclusif Made in France. Ouais. Mais si vous focussez de manière sur du Made in France, c'est totalement dans votre cible en fait. C'est exactement ça. Il faut regarder aussi tout ce qui se fait, tout ce qui se lance aujourd'hui sur le digital. Joli moi. Vous avez j'ai oublié le nom là. Elle est sur Ulule actuellement. C'est pas Pomponne, un truc comme ça? Non, j'ai pas ça. C'est pas mes cosmétiques. Vous avez mes cosmétiques français, qui est aussi, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, un site internet qui a été lancé il y a à peu près 1 an. Il y a une autre fille qui est sur internet qui propose de référencer plein de produits de consommation, donc pas que de la cosméto, je crois, voire peut-être même du tissu, et qui soit français. Mais voilà, il faut aller dénicher. Alors, allez voir Mademoiselle Bio aussi. Bon, c'est pas un petit, hein, mais voilà, Mademoiselle Bio, ils se débrouillent bien. N'allez pas chez Parashop, ils vont déposer le bilan. Ah ouais? Oui. D'accord. Ouais, ils ont été rachetés à peine 1 an et demi et là, ils sont à nouveau mal. Nocibé a l'air de très bien fonctionner. Moi, je ne savais pas parce que je ne les entends plus. Donc, Nocibé a l'air de très bien marcher. Beauty Success, à mon avis, c'est à regarder. Ils ont aussi des concept stores sur Bordeaux, intéressants. Et puis, n'hésitez pas aussi, si ça a du sens pour vous, à aller voir, même si c'est du soin visage, à aller voir des fois des gens, des coiffeurs, des gens qui sont dans la beauté au sens large, parce que ça peut être sympa de faire pour eux aussi de la vente croisée. Si ça a du sens au niveau de l'histoire qu'ils racontent, au niveau de leur USP aussi. Ouais. En fait, quelque part, j'ai envie de dire qu'il faut être un peu omnicanal, faire sa veille vraiment sur tout le retail de la beauté. Moi, je pense, et analyser, voir un peu quelle aptitude on a à pouvoir couvrir aussi, parce qu'il ne faut pas non plus être débordé après par un nombre de points de vente hallucinant qu'on ne saurait pas gérer, mais essayer de faire l'analyse comme ça entre ce que vous pouvez gérer, combien vous êtes à gérer ça. Et puis des petits sont peut-être moins difficiles à gérer qu'un gros, que des gros en fait. Hein. Donc, il faut quand même être. Il y a des incontournables où il faut que vous soyez en fonction de votre positionnement. Et après, il y a un champ des possibles qui est en train de s'élargir, puisqu'aujourd'hui, du cross achat, ça se fait très facilement. Très facile d'expliquer à un coiffeur pendant que madame est en train de faire sa pose couleur. On lui fait les ongles, ok, ça y est, c'est déjà vu, mais voilà, est-ce que vous avez vu ma nouvelle crème de jour et pof, 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 un petit coup sur la main, machin, c'est pas cher, ça sent bon. Enfin, il y a même le diagnostic peau qui peut se faire à ce moment-là, quoi. Ouais. 79 000, ils sont, en fait, sur toute la France. Et aussi, gardez en tête pour celles qui voudraient, mais il y a plein de choses à faire aujourd'hui pour réinventer l'expérience en institut. Aujourd'hui, l'Institut, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des gros qui sont dessus. Maintenant, les gros ne se réinventent pas et les Maricor, les 5 Mondes, enfin, tous ces gens-là aujourd'hui font surtout du chiffre à l'export. Et en France, ça vivote. Et aujourd'hui, il y a plein d'indépendantes qui souffrent un peu de ne pas savoir, souffrent de ne pas trouver des produits coup de cœur. Et c'est souvent aussi des femmes engagées, des femmes qui ont des valeurs, etc., qui ne s'y retrouvent pas avec les marques qui leur sont proposées. Donc, vous pouvez aussi, c'est une opportunité, ça, réfléchir vos produits en façonnant un peu côté institut. Après, il faut bien attention parce que quand on fait un massage visage, un massage, il ne faut pas qu'il y ait les formules normalement sont un peu différentes. Il faut qu'elles pénètrent moins vite. Enfin, il y a pas mal de choses à faire pour que le massage se fasse longtemps, etc. Et puis il y a aussi le temps du nettoyage de peau, etc. Mais des fois vous apportez des produits qui très souvent sont différents de par leur polysensorialité de tout ce qui se fait aujourd'hui en institut. Donc ça peut être intéressant. Hein. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses à dire en tout cas. Merci. Voilà, j'ai débordé largement.
Oui, mais on a mis du retard aussi. Hein. On a mis du temps à se connecter et à voir tout le monde. Alors, merci d'avoir répondu présente, en tout cas pour ce premier pause cosméto. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bu tes paroles, Emmanuel. Cool. Amy, Christy, bon, ça a l'air d'avoir eu son public aussi. Bon, bah super. Et puis, n'hésitez pas. Hein, moi, je vais vous envoyer tout. Ouais. Voilà, j'ai perdu tout le monde. Voilà. Je vais vous envoyer tout ça et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez me joindre, hein, il y a tout ce qu'il faut dans le mail. Ouais. Et puis on communiquera par rapport à ton partenariat en termes d'accompagnement avec les membres de la Maison de la Cosmétique. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions. On y répondra avec plaisir. Alors je vous souhaite une belle après-midi du coup, un bon déjeuner si vous n'avez pas déjeuné. Et à la semaine prochaine du coup. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Merci. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Merci, au revoir.